il faut savoir que dans ces 33 degrés, vous avez des choses proprement ahurissantes et que la plupart des gens ne savent pas. Alors, je vais m'attarder sur un grade qui est le plus dangereux et le plus hallucinant, qui s'appelle chevalier Kadosh. Kadosh qui veut dire saint en hébreu. Le chevalier Kadosh, s'il accepte l'initiation et s'il part pas en courant, il doit faire quoi? Il doit prendre un poignard et poignarder symboliquement la religion, le roi, etc. Enfin, c'est un rituel de vengeance talmudique qui n'a rien à voir avec ce que la maçonnerie a été. Et d'ailleurs, quand ces grades ont été créés, pareil, au XVIIIe siècle, il y a eu énormément de maçons. Il y avait aussi des gens honnêtes là-dedans qui ont résisté à ça et qui ont dit mais on ne veut pas de ces rituels-là, d'où ça vient. Bon. Et par exemple, le rite écossais rectifié, qui n'était pas du tout antichrétien, a condamné l'usage de ces grades. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le grade le plus important, c'est la structure des hauts grades maçonniques. Et bon, le symbolisme, voilà, bon courage. Et vous allez voir que tout ça se tient. Pourquoi vous avez des grades comme ça? Parce que le but de ce que j'appelle la néo-maçonnerie spéculative, c'est très clairement, non seulement détruire l'Église, je crois que c'est à peu près fait, mais aussi ce sont des grades de vengeance. On parle de sang, on parle de meurtre, enfin ce sont des choses qui n'existaient pas du tout dans la maçonnerie opérative. Dans la maçonnerie opérative des Compagnons du Tour de France, vous prêtiez serment de fidélité à votre pays, au roi et à Dieu. Voilà. Là, vous avez, si je vous lis, attendez, je vais le retrouver, si je vous lis le serment, si j'arrive à le trouver, le serment qu'on vous demande, en gros, si vous n'êtes pas fidèle, on vous, je le trouve pas là, c'est pas grave, on vous coupe en deux, on vous arrache la langue, on vous brûle les boyaux, tout ce que vous voulez, les intestins, on vous jette dans la mer pour que plus une seule personne ne se souvienne même de l'existence de votre nom. Enfin, vous voyez, c'est sympathique. Bon, et ça, c'est la maçonnerie spéculative, celle qui est née, comme je vous l'ai dit, entre 1717 et qui s'est finalisée juste dans les années précédant la Révolution française, mais ça a été très vite et dans le monde entier. Donc maintenant, tous les gens de pouvoir, à chaque fois que vous entendez parler d'un scandale maçonnique, c'est toujours ce rite-là, hein, c'est pas un hasard. Tous les présidents des États-Unis ont été francs-maçons à ce rite-là, sauf peut-être, je ne sais pas si Bush l'a été, mais lui faisait partie des Schools and Bonds, maintenant il y a d'autres choses, mais disons que les présidents américains étaient tous 33e degré du rite écossais ancien et accepté, et évidemment c'est pas un hasard, parce que c'est par cette voie-là que les choses se font. Bon. Alors je vais vous parler un peu de la Kabbale, parce que bien évidemment, dans les rituels maçonniques, quand vous cherchez un peu à regarder ce qui se passe, vous comprenez que tout est codé, tout est kabbalistique. Alors, ce qui a l'air difficile à croire, mais c'est pourtant vrai, c'est que vous avez des gens qui n'ont pas le courage même d'aller chercher la signification des codes qu'on leur donne. Vous avez des frères qui vont répéter un code en hébreu, parce que presque tout est en hébreu, sans même aller chercher ce que ça veut dire. Et ça existe, ça a l'air ahurissant. Bon, moi, évidemment, vu ma personnalité, quand on a commencé à me balancer ce genre de code, je me suis vraiment intéressé à la Kabbale pour savoir ce que ça voulait dire. Donc, vous avez... donc tout est en hébreu, et je n'ai jamais rencontré un frère qui parlait hébreu. Enfin, il y en a quelques-uns, évidemment, mais la plupart du temps, les gens ne font même pas attention et répètent ça. Alors, par exemple, je parlais tout à l'heure du 30e degré de Kadosh. Vous devez, en même temps que vous faites ce que j'ai dit tout à l'heure, prononcer Nekam Adonai, qui veut dire vengeance Seigneur en hébreu. Bon, mais vous avez des choses encore bien plus ahurissantes que ça. Je vais vous en trouver quelques-unes. Par exemple, quand vous êtes au 26e degré, bon, d'abord le mot sacré c'est Yehovah Yakin, donc c'est de l'hébreu évidemment. Un seul Dieu, éternel et souverain en toutes choses, etc. Je vous épargne les mots de passe. Et voilà l'extrait du rituel de réception, ce que vous devez répondre pour entrer en loge. Donc on vous demande quelle est cette triple alliance. Alors accrochez-vous pour la réponse, hein, vous allez voir que la franc-maçonnerie c'est vachement laïque. Et, hein, celle que l'Éternel fit avec Abraham par la circoncision,
celle qu'il fit avec son peuple, Eliram, dans le désert par l'entremise de Moïse. Alors, maintenant, si vous voulez, quand les hypocrites du Grand Orient de France viennent vous dire que c'est universaliste et pas voilà, et laïque, ah bah, si on considère que la laïcité, c'est simplement effectivement critiquer le catholicisme et les musulmans, sans doute. Mais enfin, pour ce qui concerne le judaïsme et les protestants, pas du tout. Voilà. Parce que tous ces rituels dont je vous parle ont été faits par ont été créés au départ par 2 pasteurs protestants et par des juifs qui ont complètement même fait disparaître un grand nombre de codes, un grand nombre d'écrits pour les remplacer par ce que vous voyez là. Et tout le rite écossais ancien et accepté est criblé de ça. Je vous dis, je pourrais continuer pendant des jours. Bon, il y a quand même un autre exemple qui serait intéressant. Il faut savoir que le mot de passe, par exemple, du 21e degré, c'est Phaleg, qui signifie en hébreu division et confusion. Voilà. Enfin, vous voyez déjà, bon, vous connaissez tous sans doute le fameux Ordo ab Chao. Bon, enfin, de toute façon, vous avez vu sa réalisation en Syrie ou ailleurs. Enfin voilà. Bon, et vous avez ces mots de passe, confusion, chaos, etc., que vous retrouvez toujours en hébreu. Hein. Voilà. D'ailleurs, le mot sacré du 33e degré, il faut le dire en hébreu, Mi kamoka bahelim Adonai. Voilà, qui parmi les dieux est comme toi, Adonai. Moi, j'ai rien contre l'hébreu, hein, c'est très intéressant. Mais il faudra quand même pas se moquer du monde quand on nous dit que c'est universaliste, laïque. Bon, vous voyez un peu le résultat. Bon. Tiens, alors là, il ne faut pas en parler, c'est un petit peuple dont on ne doit jamais parler, mais quand on regarde les étoiles qui constituent le sceau des États-Unis, on peut reconstituer une autre étoile que l'on ne voit pas, mais qui fait grosso modo la moitié du gouvernement actuel, comme il avait fait la moitié des gouvernements précédents, et ainsi de suite, depuis M. Abraham Lincoln. Là où la chose s'est vraiment encastrée, qui est devenue en quelque sorte une machine à produire des événements débiles, c'est avec Woodrow Wilson. Donc si ça vous intéresse de chercher, n'hésitez pas. Et ça continue, Golden Dawn, on voit que quelle est la plus grande maçonnerie du monde actuellement? Je suis sûr que vous n'en avez pratiquement jamais entendu parler. B'nai B'rith. Ça vous dit quelque chose? B'nai B'rith, ça veut dire les fils de l'Alliance. C'est la maçonnerie américano-juive, celle qui fait les guerres dans le monde entier, celle qui, passe son temps à manipuler, jusque dans nos journaux ici, et dont il ne faut pas parler, sinon on est antisémite. Voilà. Je risque pas non plus d'avoir un procès ni personne. Enfin, tout ça est écrit et sourcé dans leurs propres journaux. J'ai chez moi les copies de toutes les, de tous les journaux du B'nai B'rith qui disent que le Ku Klux Klan est une arme qui sert les juifs suprémacistes contre les goïms. Tout ça, c'est sourcé, donc on peut le dire. Et c'est bien ça le drame, c'est qu'au-dessus du 33e degré de la franc-maçonnerie, tu as le B'nai B'rith et que même des choses comme le Ku Klux Klan aident ces gens-là, c'est-à-dire c'est lié. Et alors pour ceux qui disent non, mais il n'y a pas de rapport entre les hauts degrés de la franc-maçonnerie et du B'nai B'rith, bah si, il y a eu Albert Pike et Armand Lévy qui ont fait il y a 1800, voilà, qui ont créé ce lien invisible par des contrats que j'ai reproduits dans mon livre, qui montre que le B'nai B'rith est la maçonnerie juive suprémaciste, raciste, c'est-à-dire interdite aux non-juifs, qui est au-dessus du 33e degré de la franc-maçonnerie. Et tout ça est prouvé. Pour ça qu'ils ne peuvent rien faire, parce que c'est leurs propres journaux. Hein, c'était rue Guillaume Tell, à la porte de Champéret. Il y a Annie qui nous dit à Hollywood, c'est le B'nai B'rith qui décide depuis 1929 de ce que les producteurs peuvent diffuser ou pas. Exact, absolument exact. Bravo, bien enseigné. Oui, tout à fait, tout à fait. La vraie poignée de main, elle devrait dire le ciel et la terre, parce que sans entraide, rien n'est possible. Ça, c'est le vrai sens de la poignée de main maçonnique. Ça, c'est le vrai. Mais évidemment, ça ne sert à rien, c'est pour les jobards. Voilà. Et maintenant, par exemple, vous avez ça, hein, vous reconnaissez ici la chose, ici ce que vous voulez, ici, c'est bien noté, hein, GLNF. J'ai laissé entendre que la plus grande maçonnerie du monde avait
sur les petites maçonneries disséminées une mainmise de toute espèce, aussi bien financière que légale, etc., etc. Mais vous voyez, autrefois, on travaillait à long terme. Maintenant, on travaille à court terme. On est dans une société où on pense que tout va arriver tout de suite. Et non. Et vous savez très bien que les francs-maçons savaient qu'ils avaient le temps. La franc-maçonnerie, elle date d'il y a quelques siècles. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui qu'elle visait. Et donc, les francs-maçons d'il y a quelques siècles savaient que ça prendrait le temps, mais ils travaillaient à long terme. Eh bien, nous, comme eux, mais dans le bien, travaillons à long terme aussi, vous voyez. Sachons rétablir, même entre nous, de véritables réseaux avec des autorités. Mais globalement, de quoi nous parlons quand nous parlons de la franc-maçonnerie? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est visible? Qu'est-ce qui est caché? Déjà, tout est caché, mais la franc-maçonnerie, c'est officiellement une société initiatique. Alors, qui regroupe, alors là, je te donne déjà la définition, enfin, la manière dont on vend ça aux gens qu'on essaye d'y faire entrer. On te dit que c'est une société initiatique, très libre, c'est-à-dire tu peux être laïque, tu peux être croyant de n'importe quelle religion, etc., et qui est basée sur une philosophie de partage, mais non dogmatique, mais où tu peux parler de tout, aborder des sujets en tout genre, et où officiellement, et c'est ça qui est le plus drôle, officiellement, parler de politique ou de religion y est interdit, ce qui est vrai dans les premiers degrés, car comme tu sais quand même, la franc-maçonnerie, c'est une structure pyramidale, tu as des degrés. Alors, dans le rite écossais ancien et accepté, tu as 33 degrés. Et dans les premiers degrés, effectivement, les jeunes initiés ne voient rien du tout. Voilà, enfin, il y a un rituel un petit peu bizarre, etc., mais il n'y a rien de, je veux dire, il y a absolument rien de choquant au début, si tu veux. Le problème, c'est que les jeunes maçons qui sont au degré d'apprenti ou même de compagnon savent absolument pas ce qui se passe dans les degrés supérieurs. Donc, tous les francs-maçons ne sont pas des pourritures ou des criminels, pas du tout. Mais ce qui tient le système, alors là, c'est effrayant. Voilà, c'est tout. Mais ça, il faut avoir atteint un certain degré pour le voir. Et puis, surtout, ce que la plupart ignorent, et pour ça, il faut faire vraiment beaucoup de recherches, c'est que c'est lié à une maçonnerie supérieure qui s'appelle le Bnei Brit et qui est exclusivement juive et interdite aux non-juifs de sang, c'est-à-dire un mouvement racialiste qui est... tient la franc-maçonnerie. C'est-à-dire qu'au-dessus du 33e degré, tu as ça. Et ça, personne le voit. J'ai toutes les preuves dans mon livre, puisqu'ils ont fait à l'époque avec entre Albert Pike, le fameux Albert Pike, et Armand Lévy, qui dirigeait le Bnei Brit, ils ont fait une charte ensemble. Et d'ailleurs, encore plus incroyable, derrière le Bnei Brit, il y a aussi le Ku Klux Klan. Donc c'est absolument incroyable. Mais ça, il y a très peu de gens qui le savent. Il faut vraiment le vouloir pour aller le trouver. Donc en fait, même les jeunes francs-maçons qui entrent sont manipulés, en fait. Et il leur faut des années pour voir ce qui se passe vraiment. C'est ça le problème. C'est pas tout de suite, c'est pas on rentre et puis il se passe des trucs. Non. C'est vraiment petit à petit. Et encore une fois, c'est le degré qui est vraiment absolument infernal, c'est le 30e degré, ou alors là, si on accepte ce degré-là et qu'on part pas en courant, là, j'appelle ça vraiment effectivement vendre son âme au diable. Hein. C'est-à-dire que tu dois renier, tu dois poignarder le roi, le pape, enfin bon, et la Bible ou le Coran, selon que tu sois chrétien, musulman, enfin bref, c'est-à-dire c'est vraiment renier ta religion, renier tes croyances. Tes parents, voilà, c'est total. Alors là, toi, c'est tu vraiment parles du luciférianisme. Ouais, le Bnei Brit, c'est ça? Ça s'appelle comment? Bnei Brit. Bnei Brit. Alors, le Bnei Brit, donc... Vas-y. Ça s'écrit B apostrophe N-A-I tréma, B apostrophe R-I-T-H. Mais on prononce Bnei Brit ou Bnei Brit, si on veut. Alors, mais voilà. J'en ai entendu parler, c'était Jacob Cohen qui en avait parlé et qui va expliquer justement donc les Sayamines, et il va expliquer cette franc-maçonnerie, 500 000 membres, tous juifs, impossible de ne pas être juif, et tous dans des postes de responsabilité, tous qui ont un intérêt supérieur, c'est que des cadres, c'est que des gens importants. Absolument. Et eux, vraiment, c'est the big boss, c'est-à-dire ils sont partout, présents sur tout le territoire, sur tout le monde entier, etc. etc. Tout à fait. Donc là, on est dans l'idéologie sioniste ou pas? C'est-à-dire, c'est ceux qui veulent diriger le monde, c'est le peuple élu, c'est tout ça ou pas? Oui, bien sûr, on est dans le suprémacisme racialiste absolu, bien sûr. D'ailleurs, c'est même encore plus incroyable que ça. Depuis 1930, c'est eux qui décident de ce que Hollywood doit publier ou pas, qui choisissent les sujets, l'idéologie, etc. Ça, c'est pareil, il y a des preuves. Hein. Donc, d'ailleurs, ce livre, j'ai fait, il est sorti il y a quoi? Il y a
5 ans, on n'a jamais eu un procès. Il m'emmerde d'une autre façon, mais tout est sourcé, il n'y a pas le moindre problème. Je veux dire, tous les documents viennent d'eux, d'ailleurs. Donc, il y a des documents des journaux du Bnei Brit. Donc, tout est, je te dirai quelques extraits tout à l'heure si tu veux, c'est à tomber par terre. Mais ça, il faut vraiment aller le chercher pour le trouver. Et il y a énormément, ça peut paraître difficile à croire, mais il y a énormément de francs-maçons qui ne le savent même pas. Voilà, parce que c'est pareil, la franc-maçonnerie aussi, c'est ta décapitation, tu payes un peu, tu sais, tout le monde paye 400 € par an, etc. Tu vois le nombre de francs-maçons qu'il y a, c'est quand même des pépettes. Où ça va, tout ça, c'est les 33e degrés qui gèrent le trésor, comme on dit, et donc la plupart des frères, ce qu'on appelle des loges bleues, c'est-à-dire des premiers degrés, ils savent absolument pas ça. Ils se font manipuler aussi. Alors, c'est ça le problème, c'est que c'est un truc en miroir, c'est marche par marche, degré par degré. Il faut savoir qu'un franc-maçon qui est à un degré, disons 4e degré, il ne peut absolument pas savoir ce qui se passe au degré au-dessus. Il faut pas croire qu'il peut demander à un frère. Le frère du degré au-dessus va lui dire ferme-la, ça te regarde pas. C'est totalement cloisonné. Donc, alors, c'est ce qu'avait dit Benoît XVI d'ailleurs, c'est que, oui. Vas-y, finis. Alors, je te disais là, donc moi qui n'y connais rien. Donc, la franc-maçonnerie, d'abord, est-ce que c'est une dans tout le monde entier ou il y a des différents? Est-ce qu'il y a plusieurs francs-maçonneries? Évidemment, il y a plusieurs rituels, etc. Mais le rituel utilisé, par exemple, à part Trump, tous les présidents des États-Unis étaient francs-maçons. Ils étaient tous au rite écossais ancien et accepté, qui a 33 degrés. Sinon, il y a ce qu'on appelle des obédiences différentes, c'est-à-dire des groupes. Le Grand Orient de France, la Grande Loge de France, la Grande Loge nationale française, et puis la Grande Loge nationale de Londres, et puis ceci, cela. Mais c'est la même chose, simplement, il y a des obédiences qui sont, parce qu'ils tiennent tous les côtés, donc il y a des obédiences qui sont plutôt, ce qu'on va dire, gauche, en tout cas gauche caviar, mais gauche quand même, et d'autres sont plutôt droitards, mais en fait, ils travaillent ensemble. Hein, ils tiennent tous les côtés. C'est-à-dire que dans les partis politiques, il y a des communistes francs-maçons, il y a des socialistes francs-maçons, il y a des droitards francs-maçons, il y a des gens FN ou RN francs-maçons. Il n'y a pas un parti qui échappe. Voilà, c'est-à-dire de Mélenchon franc-maçon à Gilbert Collard franc-maçon. Bon, bah voilà. Et c'est ça. Donc, c'est leur but, c'est de tenir absolument tous les côtés en même temps, si tu veux. Et alors, ce qui est le plus grave problème, c'est que c'est un cuisinier, un restaurateur qui serait franc-maçon. Bon, mais des policiers ou des juges, là, je te laisse imaginer le problème que ça pose, parce que dans le serment maçonnique, tant que tu te tires pas de là-dedans, tu dois venir en aide à tes frères ou sœurs, etc. Et donc, tu imagines où ça peut mener quand tu as des policiers ou des juges qui le sont. C'est-à-dire que la loi maçonnique est supérieure à la loi républicaine, même si la République, malheureusement, vient de la franc-maçonnerie. Donc, du coup, si tu as un criminel dans un tribunal et que le juge, comme 98% des juges sont francs-maçons en France, hein, faut le savoir, hein, vraiment. Bon, et ben s'il fait ce qu'on appelle le signe de détresse, le type, même si c'est justement un pédophile ou un tueur ou je ne sais quoi, le juge est dans l'obligation de faire absolument tout son possible pour le sortir de là. Bon, et au niveau de la police, le juge ne sait même pas s'il est franc-maçon ou pas, mais par contre ils ont un signe comme ça. Ah, le juge a absolument. Et donc c'est pas que de toute façon il le sait avant. Même ça, il le saura avant, mais au cas où il ne le saurait pas, il y a un signe de détresse. Et puis voilà, donc tu imagines où ça peut mener. Et pour les policiers, il y a très très peu de commissaires de police qui ne soient pas francs-maçons. Ils le sont presque tous. Comment veux-tu qu'un système judiciaire ou policier puisse fonctionner dans un pays pareil? C'est même pas la question d'interdire ou pas la franc-maçonnerie. Il faut interdire la franc-maçonnerie à des secteurs comme la police ou l'armée, ou là, évidemment, ou les juges surtout. Police et les juges. Attends. Qu'est-ce qui nous en déblate, Stéphane? Stéphane. Alors, regarde. Tu m'as invité, je balance. Ah ouais, donc on a une obédience. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Rite écossais, ancien, truc accepté. C'est quoi ça? Ancien accepté. C'est le rite. C'est le rite qui est le plus utilisé. Ça date un peu d'avant, mais si tu veux, jusqu'à 1700 et des poussières, la franc-maçonnerie, c'était pas du tout ça. C'était il y avait beaucoup des mathématiciens, des constructeurs de cathédrales, des compagnons du Tour de France. C'était la maçonnerie opérative. Et puis, entre 1717 et 1721, la Grande Loge Unie d'Angleterre a pris le contrôle de ça et y a mis à la place des banquiers, des usuriers, etc. Et ils ont préparé à la fois si tu veux, et les catholiques de l'époque et l'islam interdit le taux d'intérêt, enfin l'usure en tout cas. Bon,
ils ont débarrassé d'abord le plus possible les chrétiens, enfin la royauté. C'est pas qu'ils avaient quelque chose spécialement contre la royauté, ils sont très pragmatiques, c'est que ils n'admettaient pas, la royauté n'admettait pas, enfin l'Église surtout n'admettait pas des taux d'intérêt absolument délirants. Donc ils ont dégagé tout ça, c'est là qu'on a eu le pouvoir de la banque à peu près partout, en Angleterre aussi, et puis ensuite ça s'est infiltré partout, même dans les pays musulmans. Donc et ça date entre 1717 et 1721, et ensuite progressivement ça a pris un pouvoir démesuré. Et ils se servent encore de symboles qui sont censés être des symboles opératifs, et en fait non. C'est un lobby de pouvoir absolu. Et il y a en plus ce qu'on appelle des fraternels, c'est-à-dire que tu peux avoir 50 juges qui vont être appelés, mais qui sont, il y en a en France, en Suisse, en Belgique, etc., pour se réunir ensemble, puis on va leur dire, vous faites ça, vous faites ça. C'est un peu de ça dont, bon, je peux pas blairer Bernard Tapie, mais cela dit, c'est de ça dont Bernard Tapie a été victime, pour le coup, avec le Crédit Lyonnais, par exemple. C'est des fraternels judiciaires. Tout ça est terrible. Et je veux dire, un pays ne doit pas pouvoir accepter que ses policiers, ses commissaires soient francs-maçons quand on sait qu'ils sont dans l'obligation, s'ils sont face à un de leurs frères, de l'aider. C'est pas possible. Je veux dire, donc c'est ça qu'il faudrait que les Français comprennent, qu'il faudrait absolument faire interdire. Voilà. Alors, sache que j'ai 10 points, on en est au premier. Donc, d'où ça vient? 1717, 15 jusqu'à 21. Un coup d'État dans la franc-maçonnerie et on va remplacer ce qui était une espèce de truc plein de corporations et tout qui réfléchissent le monde ou je sais pas quoi à des banquiers, des usuriers, tout ce que tu veux. Et là, on va l'amener petit à petit à être un système de domination supra État, loi, tout ce que tu veux, mais évidemment qui ne dit rien, qui n'apparaît pas encore, on ne sait pas qu'ils existent. Tout est caché, etc. Bon, je ne me trompe pas là jusqu'à présent. Alors, c'est tout à fait ça. OK. Deuxième question. Donc, on a ces gens-là. Albert Pike, quand en 1800 et quelques, il va faire cette lettre, cette fameuse lettre qui est interceptée. C'est-à-dire que déjà à l'époque, ils étaient en train de mettre en place la domination du sionisme, pour pas dire les Khazars. C'est pour ça que tu me dirais, est-ce que tu es d'accord avec nous quand on les nomme les Khazars? Tout à fait. Absolument. Absolument. Donc on a ces Khazars qui vont mettre en place une domination longtemps. Ça veut dire qu'ils ont commencé à travailler le plan en 1700 et quelques ou plus. Et que là, on est en train d'avoir en fait le truc de 1700 et quelques là. Ben là, c'est l'accélération karmique finale, bien sûr. On est déjà dedans depuis très très longtemps, mais maintenant, comme il n'y a plus de limite au profit, à l'économie virtuelle, etc. Donc maintenant, c'est simplement, on voit cette accélération qui se développe avec la technologie, mais tout est déjà en place. Ils sont au poste absolument partout, dans tous les réseaux, quels qu'ils soient. Donc voilà, c'est une pieuvre à l'intérieur de la République, et pas seulement en France, hein, là pour le coup, partout. Mais en France, c'est pire. En France, c'est pire parce que sont arrivés à un tel degré de pouvoir et de contrôle total sur les institutions, les médias, sans la moindre possibilité qu'il y ait en face au moins autre chose. C'est terrifiant. Voilà. Donc, alors, on va aller vers ce totalitarisme. Est-ce que, pour toi, parce que le protocole des sages de Sion, on m'a dit, mais non, c'est un truc trafiqué, c'est inventé, ça n'existe pas, c'est pipeau, c'est des gens qui ont fait ça. Dans tes recherches que tu fais, toi, le protocole des sages de Sion, on dirait que c'est une espèce d'étape, c'est une procédure d'étape pour museler, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui émane de la franc-maçonnerie ou pas, ça? Ça émane de la dislocation, enfin de la prise de contrôle dont on parlait tout à l'heure, la franc-maçonnerie, oui, bien sûr. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie est devenue talmudique aussi. De toute façon, on n'a pas besoin de parler parce que c'est toujours, après, ça fait, est-ce que c'est des vrais, des faux? Moi, je pense évidemment, pour avoir comparé avec pas mal de choses, sont des vrais, mais on n'en a pas la certitude absolue. On va toujours nous dire non, donc oublions ça et lisons le Talmud. Lisons le Talmud où, par exemple, Jésus est le fils d'une putain qui doit bouillir jusqu'à la fin des temps dans une marmite d'excréments. Tout ça, c'est écrit noir sur blanc. Où le non-juif vaut moins qu'un porc et sa femme peut être violée, il peut être égorgé quand ça chante aux juifs. Je suis désolé, c'est le Talmud, c'est écrit dedans. Alors, heureusement, tous les juifs sont pas comme ça. Il y en a qui refusent le Talmud, mais c'est ce qui est écrit dedans. Donc, effectivement, il y a beaucoup de Talmud dans les protocoles. Alors attends, on a été coupé. On a été coupé. Alors, même pas, on a été coupé. Nous traitons votre vidéo. Bon, on a été coupé. Un truc
bizarre. Sans Regarde. Attends, Sans t'inquiète. blague. On a plein de ressources ici. Pourtant, on voit toujours 542 personnes. Donc, je suppose qu'on doit toujours être sur YouTube. Ah oui, sur YouTube, on a encore On des est sur personnes. YouTube. Ils essaient de nous fermer. Ce ne sera pas la première fois. Ouais. Alors, ouais, c'est marrant. Donc, ce que je te propose maintenant, là, c'est que je vais relancer. Alors, attends, on va voir 2 secondes ce qu'on fait. Est-ce que. Donc, sur YouTube, on y est. Ouais, ici, on nous voit sur YouTube, mais alors pas sur Facebook. Donc, sur Facebook, on a été coupé et c'est Oh, bah, marrant. ça ne m'étonne pas. Continuons à utiliser, à faire semblant, enfin, symboliquement utiliser des symboles, des pierres, voilà, les architectes, etc. Mais en fait, c'est devenu un lobby de banquiers et d'usuriers, dont le but était déjà, évidemment, en Angleterre, de faire le boulot, mais également de préparer la Révolution française, puisque leur but, c'était évidemment d'affaiblir le plus possible les dynasties catholiques qui, comme les musulmans, refusent le taux d'intérêt, refusent l'usure, en tout cas, refusent l'usure. Bon. Et donc, pour pouvoir imposer l'usure absolument partout, il leur fallait faire tomber les monarchies qui, malgré tous leurs défauts, n'avaient pas encore ce système d'usurier qu'on connaît aujourd'hui. Donc, tout a été fait dans ce but-là. La Révolution française, on le sait, je l'explique longuement dans le livre, a été totalement organisée par les francs-maçons, et tout ça dans le but de détruire évidemment le catholicisme, mais surtout, plus pragmatiquement, de détruire la monarchie pour pouvoir avoir, si tu veux, un lobby du taux d'intérêt qui s'impose absolument partout dans toute l'Europe, et ça s'est répandu en quelques années partout. Voilà, c'est tout. Pragmatiquement, c'est pas simplement leur haine de la monarchie, ils s'en foutent du système. Ouais. Ça aurait pu rester la monarchie. Si la monarchie avait accepté de laisser rentrer les usuriers à la cour et d'avoir des taux d'intérêt absolument exorbitants, ils n'auraient pas fait ça. Mais c'était pas possible. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et ensuite, on a le grand capital et les investissements virtuels. Enfin, on sait où on en est aujourd'hui, mais tout est là. Tout est là. Et puis ensuite, ça s'est passé dans les pays musulmans, pareil, qui refusent aussi l'usure. Donc la franc-maçonnerie n'a infiltré tous ces pays-là que pour permettre à des systèmes bancaires, à des systèmes de lobby du taux d'intérêt de pouvoir prendre le dessus sur tout le reste, et c'est le pouvoir de la banque. Voilà. Mais le fait est, c'est que cette société issue de la Révolution française, que vous admirez beaucoup, a cassé toutes les structures traditionnelles de la nation, que ce soit l'Église, que ce soit l'État, que ce soit la société, la famille patriarcale, que ce soit, je sais pas, moi, les corporations de l'ancien temps. Tout a été cassé. On se retrouve seul face aux grands groupes, face aux oligarques. C'est le manque d'aristocratie, c'est-à-dire le manque d'échantillons dans une population pour pouvoir servir d'exemple à autrui. Donner l'exemple du sacrifice, donner l'exemple... Alors, bien sûr, la nature a horreur du vide. Qu'est-ce qui a remplacé l'aristocratie? Bon, je ne vais pas le dire, hein, demander au Conseil général, c'est la maçonnerie, évidemment. C'est ce qu'on appelle la religion de la République. Au XIXe siècle, il y a eu, la politique a commencé à se mêler beaucoup, surtout vers la fin du XIXe siècle, la politique s'est beaucoup mêlée de la maçonnerie. En France, on avait le Grand Orient et la montée du Grand Orient, mais on l'avait aussi chez les Anglais, où ils ont développé leur Grande Loge d'Angleterre, qui a été la référence mondiale, mais référence mondiale, ça voulait dire instrument de colonisation. La Grande Loge d'Angleterre a été le moyen pour eux de contrôler tous les territoires du Commonwealth, puisque les élites des pays du Commonwealth venaient en loge, parce qu'ils savaient qu'ils allaient retrouver des élites et qu'il y avait un échange ouvert, mais ça permettait aussi aux Anglais de contrôler en voyant qui était, ce qu'il fallait penser, comment ils étaient. On a fait la même chose avec l'Afrique. Mais bien sûr, on l'a fait après coup, nous ça a été après, mais on a fait la même chose en Afrique. En Afrique, la franc-maçonnerie implantée par les Français a joué exactement le même rôle que les Anglais dans la zone du Commonwealth et les zones anglophones. Parce qu'effectivement, il faut revenir à nos racines, mais nos racines, ce n'est pas les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est une greffe qui a été mise au forceps en décapitant le roi et en installant la terreur, en faisant le génocide vendéen et en déclarant la guerre à toute l'Europe et en massacrant l'Europe.
Et autre conséquence, dit Monseigneur, l'illégitimité de tout régime qui n'a pas pour base la souveraineté populaire ou dont les gouvernants assurent recevoir leur pouvoir de Dieu. Et vous connaissez toutes les guerres qu'il y a eu, contre l'Espagne catholique par exemple, contre l'Autriche, ça c'est la Première Guerre mondiale, c'est la destruction, on la regarde nous souvent de façon, je dirais, comme le conflit entre l'Allemagne et la France, entre ces deux blocs, mais c'est la destruction de la dernière monarchie chrétienne. Il reste encore l'Espagne après, mais de l'Autriche. On détruit tout cela. Et d'où, dit Monseigneur, la croisade des démocraties contre tout régime qui fait référence à l'autorité divine, qualifié alors de régime sacral absolutiste. À cet égard, le traité de Versailles de 1919, qui supprimait les dernières monarchies vraiment chrétiennes, fut une victoire libérale, précisément maçonnique, dit Monseigneur. Vous voyez, c'est très intéressant de voir comment Monseigneur, à partir de ces idées finalement philosophiques, et puis d'une explicitation de ce qu'est le libéralisme, comme cette indépendance dans tous les domaines possibles, aboutit nécessairement à cette démocratie que l'on vit aujourd'hui, où l'individu est roi, où le peuple est roi. Alors ça, donc, vous pourrez le lire, je crois, dans le prochain numéro de Civitas. Vous aurez quelques réfutations du libéralisme, de la démocratie, pardon. Mais alors, la démocratie, que prône-t-elle ensuite? Alors, cette démocratie-là, c'est-à-dire cette idéologie, comme dit Monseigneur, démocratique, pas le régime démocratique tel que l'entend Aristote, mais cette idéologie démocratique où le peuple, où l'individu, finalement, est souverain. Il n'y a pas d'autre souveraineté. Oui, alors effectivement, l'Allemagne se serait rebellée après la Première Guerre mondiale, parce qu'elle aurait été trahie dans ses engagements. Bon. Alors, le sujet est très long, c'est très difficile. Disons que il y a eu d'abord volonté de détruire l'Autriche-Hongrie. Ça, c'est une chose réussie. Et j'invite les personnes à lire un bouquin absolument remarquable de François Fetjeux, Requiem pour un empire défunt. Un livre, à ma connaissance, qui n'a pas été réédité, mais peut-être on peut le trouver sur Amazon, qui date de 1987-88 et qui explique le rôle de la maçonnerie pour détruire l'Autriche-Hongrie. La franc-maçonnerie a une influence. Les loges, en particulier au droit humain, mais ça arrive également au Grand Orient, ont un sujet de société par an. Ce sujet de société est débattu par les loges, donne lieu à une synthèse au niveau national. Et cette synthèse est transmise au gouvernement et au président de la République. Donc ces élus ont le point de vue de la maçonnerie. Et puis par ailleurs, et surtout, il y a ce qu'on appelle la fraternelle parlementaire. Quand vous avez 40 personnes qui, elles, chacune, dans leur cercle d'influence ou de connaissances, va pouvoir parler d'un thème à 20 ou 30 personnes, ça se multiplie. Alors ça, c'est un des moyens, je dirais, de dispersion de l'idéal maçonnique. La fraternelle parlementaire est composée de francs-maçons élus ou de la haute administration nationale. On estime, là encore, je ne l'invente pas, ce sont des chiffres officiels qui reposent sur des sources que je possède, on estime le nombre de membres de la fraternelle parlementaire à 400. Sur ces 400, il y a 250 à 300 élus, les autres étant hauts fonctionnaires. Donc nous avons 300 députés, sénateurs qui sont francs-maçons, c'est-à-dire à peu près un tiers du total des deux assemblées. Et je ne parle pas de ceux qui sont francs-maçons dans ces assemblées et qui n'appartiennent pas à la fraternelle. C'est un président de fraternelle parlementaire qui s'exprimait un jour, et j'ai cet article, en disant « Si je joue bien mon rôle de président, eh bien, les francs-maçons de droite comme de gauche, appartenant aux deux assemblées, voteront comme un seul homme, sur les lois sociétales étant précisées. » Ce qui explique, par exemple, le vote sur le mariage pour tous. Fred Zeller, qui a été grand maître du Grand Orient, qui a été d'ailleurs le secrétaire de Trotsky, ce qui donne une idée du personnage, qui indique que les francs-maçons élus
sont là, dans les deux assemblées, pour porter l'idéal maçonnique, avant tout. Ce n'est pas moi qui le dis. Est-ce que vous avez toujours une influence politique? Oui, certainement. L'influence de la maçonnerie est même peut-être plus importante encore, voyez-vous, que sous la Troisième ou la Quatrième République. Elle se place à un autre niveau, autre part. Où ça? Écoutez, il n'y a pas aujourd'hui d'associations, de groupements, de syndicats dans lesquels les francs-maçons ne se trouvent et aux postes de responsabilité les plus éminents. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Il y a également Pierre Simon, ancien grand maître de la Grande Loge de France, qui est à l'origine de l'avortement. En tout cas des lois sur l'avortement, et qui explique que toutes les lois, j'ai la citation en ma possession, que toutes les lois que nous avons en France sur ces sujets-là sont d'abord travaillées et mûries en loge. Le terme de mûrir, c'est lui qui l'emploie. On mûrit les lois en loge. J'ai personnellement, dans le deuxième livre que je viens de faire publier, donné la preuve qu'il y a eu une tentative de modification de la loi Leonetti dernièrement, dans laquelle on retrouve des termes identiques dans l'actuel code de la santé publique et dans les planches maçonniques, dans les courriers également que la Grande Loge féminine de France a envoyés au gouvernement. Donc ça n'est pas par hasard. Ces termes sont sédation profonde et sédation en phase terminale.